Les premières lueurs de l'aube peignaient le ciel breton d'un orange pâle, lorsque Henri Dubois entreprit sa promenade matinale habituelle le long de la côte sauvage de Pointe-du-Raz. À 62 ans, ses jambes portaient encore les traces de décennies passées sur les ponts oscillants des cargos, une démarche légèrement chaloupée qui trahissait une vie entière dédiée à la mer. Le vent salé fouettait son visage buriné tandis qu'il longeait le sentier côtier, ses cheveux gris ébouriffés dansant au rythme des bourrasques atlantiques. Depuis son retour définitif en Bretagne il y a 3 ans, ses promenades solitaires étaient devenues son unique réconfort, un rituel qui l'aidait à apprivoiser le silence pesant de sa maison vide. Ce matin-là, quelque chose d'inhabituel attira son attention vers le vieux phare abandonné, qui se dressait fièrement sur la falaise, sa structure de pierre blanche striée par les intempéries et les années d'abandon. Une mince colonne de fumée s'échappait de ce qui avait autrefois été la maison du gardien, accolée à la base de la tour. Henri s'arrêta net, fronçant les sourcils. Personne ne vivait plus dans ce phare depuis au moins 15 ans, depuis que l'automatisation avait rendu obsolète la présence d'un gardien. Les autorités locales avaient barricadé l'accès principal avec des planches clouées et des panneaux d'interdiction, laissant le bâtiment aux goélands et aux tempêtes. Intrigué malgré lui, Henri quitta le sentier principal et emprunta le chemin rocailleux qui menait vers le phare. Ses semelles de cuir crissaient contre les galets humides, et l'odeur iodée se mêlait à celle plus douce de la bruyère sauvage qui tapissait les alentours. Plus il s'approchait, plus il était certain de distinguer des signes de vie récente. Une corde à linge tendue entre 2 poteaux rouillés, où séchaient de petits vêtements colorés, un potager improvisé protégé du vent par des planches récupérées, et effectivement, cette fumée qui continuait de monter paresseusement dans l'air matinal. « Il y a quelqu'un » appela Henri d'une voix forte, ses mains en porte-voix. Seul le cri plaintif des mouettes lui répondit d'abord, puis il entendit distinctement un bruit de pas précipités à l'intérieur du bâtiment. Une silhouette minuscule apparut à l'une des fenêtres du rez-de-chaussée, disparut aussitôt, puis réapparut quelques secondes plus tard à la porte d'entrée, à demi dissimulée derrière le chambranle de bois vermoulu. C'était une fillette d'environ 8 ans, aux cheveux châtain clair emmêlés qui lui tombèrent sur les épaules. Elle portait une robe à fleurs trop grande pour elle, probablement un vêtement d'adulte réajusté tant bien que mal, et des bottes en caoutchouc vertes, qui semblaient également trop larges. Ses grands yeux noisettes fixaient Henri avec un mélange de méfiance et de curiosité, comme un petit animal sauvage prêt à fuir au moindre mouvement brusque. « Bonjour, petite », dit Henri en adoucissant sa voix et en s'accroupissant pour paraître moins imposant. « Comment tu t'appelles? Tu habites ici ?» L'enfant ne répondit pas immédiatement, se contentant de l'observer avec cette intensité troublante que possèdent parfois les enfants confrontés trop tôt aux réalités difficiles de l'existence. Finalement, elle hocha timidement la tête et murmura d'une voix à peine audible « Je suis Margot. Et oui, j'habite ici avec papa. » Henri regarda autour de lui, cherchant d'autres signes de présence adulte. « Ton papa est là? J'aimerais bien lui parler. » Le visage de Margot se ferma légèrement, et elle serra contre elle une poupée de chiffon râpé qu'Henri n'avait pas remarqué auparavant. « Papa n'est pas là maintenant. Il travaille, très loin, mais il va revenir. » Quelque chose dans la façon dont elle prononça ces mots, avec une conviction forcée qui sonnait faux, alerta Henri. Il avait suffisamment bourlingué pour reconnaître les mensonges de protection, ces petites histoires que les gens se racontent pour tenir le coup. « Et ta maman, elle est où? »« Maman est partie au ciel quand j'étais très petite, » répondit Margot avec une simplicité déconcertante, comme si elle récitait une leçon apprise par cœur. « Papa dit qu'elle veille sur nous depuis les étoiles, comme le phare veillait sur les bateaux. » Henri sentit son cœur se serrer. Cette gamine vivait visiblement seule dans ce phare abandonné, et Dieu savait depuis combien de temps. Il jeta un coup d'œil vers l'intérieur du bâtiment à travers la porte entr'ouverte et aperçut un intérieur sommaire mais propre, une petite table, des couvertures soigneusement pliées, quelques conserves alignées sur une étagère de fortune. Un feu de camp rudimentaire expliquait la source de la fumée qu'il avait aperçue. « Margot, ça fait longtemps que tu vis ici toute seule ?» demanda-t-il avec douceur. La fillette baissa les yeux vers ses bottes, trop grandes. « Je ne suis pas toute seule. J'ai Rosalie, » dit-elle en montrant sa poupée, « et puis papa m'a appris à me débrouiller. Je sais faire la cuisine et je sais allumer le feu et je connais tous les chemins de la côte. Papa dit que les vrais marins savent toujours se débrouiller. » Ton père était marin, songea Henri, et cette pensée éveilla en lui une compassion douloureuse. Il reconnaissait dans les paroles de Margot l'écho de ces leçons de survie que transmettent les hommes de mer à leurs enfants.
cette philosophie pragmatique qui consiste à préparer ceux qu'on aime aux tempêtes de l'existence. Tu as faim, Margot? J'habite pas très loin d'ici, je pourrais te préparer un vrai petit déjeuner? L'enfant secoua la tête avec fermeté. Non merci, monsieur. Papa dit qu'il ne faut pas suivre les étrangers. Et puis, je dois rester ici au cas où papa reviendrait. Il serait triste de ne pas me trouver. Henri hocha la tête, respectant cette loyauté touchante même s'il commençait à soupçonner que le père de Margot ne reviendrait probablement jamais. D'accord, je comprends. Mais si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Je m'appelle Henri et je passe par ici tous les matins. Tu pourras me reconnaître. Il fouilla dans sa poche et en sortit une tablette de chocolat qu'il avait prise pour son petit déjeuner. Tiens, prends ça. C'est juste un cadeau de bienvenue entre voisins. Margot hésita un long moment, puis s'avança prudemment pour prendre le chocolat. Ses petits doigts effleurèrent brièvement ceux d'Henri, et il fut frappé par leur froideur, malgré la douceur relative de cette matinée de printemps. « Merci, monsieur Henri », dit-elle avec une politesse touchante. « Papa dit toujours qu'il faut remercier les gens gentils. » Henri se releva lentement, le cœur lourd. « À bientôt, Margot. Prends soin de toi. » Alors qu'il s'éloignait du phare, Henri ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil par-dessus son épaule. La petite silhouette de Margot était restée dans l'embrasure de la porte, sa poupée serrée contre elle, le regardant partir avec cette même expression grave et mélancolique qui lui avait fendu le cœur. Une fois hors de vue, Henri s'arrêta et contempla l'océan qui s'étendait à perte de vue devant lui, ses vagues grises se brisant inlassablement contre les rochers noirs de la côte bretonne. Il avait fui les responsabilités et les complications émotionnelles en rentrant dans ce coin perdu de Bretagne, espérant trouver la paix dans la solitude. Mais voilà qu'une fillette abandonnée venait bouleverser cette tranquillité fragile qu'il avait mis tant d'efforts à construire. Henri Dubois, qui avait passé sa vie à éviter les amarres trop solides, se retrouvait face à un dilemme qu'il n'avait pas anticipé. Pouvait-il vraiment tourner le dos à cet enfant qui avait besoin d'aide, même si cela signifiait rouvrir son cœur à la douleur et à l'inquiétude qu'il avait si soigneusement enfouie? Le vent marin porta jusqu'à lui le son lointain de la voix de Margot, qui chantonnait une berceuse, et Henri sut qu'il reviendrait dès le lendemain matin, et probablement tous les matins suivants, jusqu'à ce qu'il trouve une solution à cette situation qui le dépassait complètement. 3 jours s'étaient écoulés depuis la première rencontre d'Henri avec Margot, et chaque matin l'amenait inexorablement vers le phare avec une régularité qui l'étonnait lui-même. Ce n'était plus seulement sa promenade habituelle, c'était devenu une mission silencieuse qu'il n'osait pas encore s'avouer pleinement. La fillette l'attendait désormais, assise sur le petit muret de pierre qui entourait le phare, balançant ses jambes dans le vide, tout en scrutant l'horizon, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un qui ne viendrait jamais. Ce matin-là, Henri avait apporté un thermos de café fumant et des croissants encore tièdes qu'il avait achetés à la boulangerie du village. Margot accepta le petit déjeuner avec moins de réticence qu'auparavant, et Henri remarqua avec soulagement que ses joues avaient retrouvé un peu de couleur. Elle mangea avec l'appétit vorace d'une enfant qui ne mange pas toujours à sa faim, tout en lui racontant des histoires sur les oiseaux qu'elle observait depuis sa fenêtre et les bateaux qu'elle voyait passer au large. « Papa m'a appris tous les noms des bateaux », dit-elle en pointant vers l'horizon où se dessinait la silhouette d'un cargo. « Celui-là, c'est un porte-conteneur. Et hier, j'ai vu un chalutier avec des filets tout bleus. Papa dit que la couleur des filets, ça dépend du poisson qu'on veut attraper. » Henri hocha la tête, impressionné par les connaissances maritimes de cette gamine. « Ton papa t'a bien enseigné. Il était pêcheur. » Margot secoua la tête, ses cheveux maintenant plus propres dansant dans la brise. « Non, papa était gardien de phare. Pas ici, dans un autre phare, très loin vers le sud. Il connaissait tous les secrets de la mer et tous les codes des bateaux. Il savait même parler avec les capitaines avec une grande lampe qui fait des signaux. » Elle se leva soudainement et courut vers l'intérieur du phare. Henri l'entendit fouiller dans ses affaires avant qu'elle ne revienne avec un carnet aux pages jaunies et une lampe de poche. « Regardez, monsieur Henri, papa m'a laissé son carnet de code et sa lampe spéciale. Il m'a dit que si jamais il y avait un bateau en détresse, je pourrais les aider. » Henri prit délicatement le carnet entre ses mains calleuses. Les pages étaient couvertes d'une écriture soignée qui détaillait effectivement les codes internationaux de signalisation maritime, des schémas de phare, des relevés météorologiques et des observations sur les courants locaux. C'était le travail méticuleux d'un homme qui prenait ses responsabilités au sérieux. En feuilletant plus avant, Henri tomba sur des pages plus personnelles, des dessins d'enfants collés avec soin, des petits mots d'amour signés Margot,
et des réflexions intimes sur la solitude du métier de gardien de phare. Il écrit beaucoup sur toi dans ce carnet, murmura Henri, ému malgré lui. On voit qu'il t'aime énormément. Le visage de Margot s'illumina. Papa dit toujours que je suis son petit phare à lui, que je guide son cœur même quand il fait très noir. C'est pour ça qu'il m'a appris à allumer les signaux au cas où. Quelque chose dans cette phrase troubla Henri profondément. Il referma le carnet et le rendit à Margot avec précaution. « Margot, ton papa, il travaille dans quel phare maintenant ?» L'enfant baissa les yeux et se mit à triturer les pages du carnet. « Je ne sais pas exactement. Il a dit qu'il devait partir pour un travail très important, mais qu'il reviendrait dès que possible. Il m'a dit d'être courageuse et d'attendre ici, dans notre phare à nous. » Henri sentit une boule se former dans sa gorge. Cette histoire ne tenait pas debout. Aucun gardien de phare responsable ne laisserait sa fille de 8 ans seule, même temporairement. Et si le père de Margot avait vraiment trouvé un nouveau poste, pourquoi n'aurait-il pas emmené sa fille avec lui? Il y a combien de temps qu'il est parti, ton papa? Margot compta sur ses doigts, l'air concentré. Ça va faire 4 mois et 3 semaines. Mais papa a dit que le temps, ça passe vite quand on s'occupe bien. Alors je m'occupe de tout ici, je nettoie, je range, j'arrose le petit potager qu'on avait fait ensemble. 4 mois. Henri ferma les yeux un instant, assailli par une vague d'émotion. Cet enfant vivait seul depuis plus de 4 mois, se débrouillant avec un courage et une maturité qui lui serrèrent le cœur. Comment avait-elle survécu? Comment se procurait-elle de la nourriture? Et surtout, où était réellement son père? Margot, est-ce que ton papa t'a laissé un numéro de téléphone pour le joindre? Ou une adresse? La fillette secoua la tête. Papa n'aime pas les téléphones. Il dit que la mère, ça suffit pour communiquer avec ceux qu'on aime. Mais il m'a promis qu'il reviendrait avant l'hiver, parce que l'hiver, c'est dur pour les petites filles toutes seules. Henri regarda autour de lui, notant les détails qu'il avait manqués lors de sa première visite. Le potager était effectivement bien entretenu, mais les légumes étaient encore petits, probablement plantés récemment. La corde à linge était tendue avec ingéniosité, et il voyait maintenant que Margot avait créé un système rudimentaire mais efficace pour récupérer l'eau de pluie dans des seaux et des bassines. Cette gamine s'était organisée pour survivre, mais à quel prix? Tu n'as jamais peur toute seule ici la nuit? Margot haussa les épaules avec un faux détachement qui ne trompait personne. Papa m'a dit que les vrais gardiens de phare n'ont jamais peur du noir. Et puis, j'ai Rosalie, et j'ai le phare qui me protège. Papa dit que les phares, c'est magique. Ils chassent tous les monstres. Elle marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus petite, « Mais parfois, quand le vent fait du bruit la nuit, je monte tout en haut du phare, et j'allume ma lampe vers l'endroit où papa doit être. Comme ça, il sait que je vais bien et que je l'attends. » Henri sentit quelque chose se briser en lui. Cette image d'une fillette de 8 ans, seule dans un phare abandonné, envoyant des signaux désespérés dans la nuit à un père qui ne reviendrait probablement jamais, lui fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Il avait fui les responsabilités émotionnelles toute sa vie, mais face à cet enfant courageuse et abandonnée, il ne pouvait plus faire semblant d'ignorer ce qui se passait sous ses yeux. « Margot, est-ce que tu me ferais confiance si je te disais que j'aimerais t'aider? Pas pour t'emmener loin d'ici, mais juste pour m'assurer que tu vas bien. » L'enfant l'observa longuement de ses grands yeux graves, comme si elle pesait le pour et le contre de cette proposition. Finalement, elle hocha lentement la tête. « Papa dit qu'il faut reconnaître les gens qui ont un bon cœur. Et vous, monsieur Henri, vous avez un bon cœur. Je le vois dans vos yeux. » Henri se leva et tendit la main à Margot. « Alors, est-ce que tu veux me montrer l'intérieur du phare? J'aimerais voir comment tu t'es organisé. » Margot prit sa main avec confiance et le guida vers l'entrée. L'intérieur du phare était plus spacieux qu'Henri ne l'avait imaginé. Au rez-de-chaussée, Margot avait aménagé un espace de vie rudimentaire mais fonctionnel. Un matelas posé au sol avec des couvertures soigneusement pliées, une caisse qui servait de table, quelques conserves et des biscuits rangés dans une boîte métallique, et même quelques livres empilés dans un coin. Un escalier en colimaçon menait vers les étages supérieurs. « C'est là que je dors », expliqua Margot en montrant le matelas. « Et là, c'est ma cuisine », ajouta-t-elle en désignant un réchaud à gaz portable posé sur une autre caisse. « Papa m'a appris à faire cuire les pâtes et à ouvrir les boîtes de conserve sans me couper. » Henri examina l'installation avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Cet enfant avait effectivement réussi à survivre seul, mais dans des conditions précaires qui ne pouvaient pas durer éternellement. L'hiver approchait, et malgré tout son courage, Margot n'était qu'une petite fille de 8 ans qui avait besoin de protection et de stabilité. « Tu me montres le haut du phare ?» demanda Henri. Ils grimpèrent l'escalier étroit, Margot devant lui,
babillant sur les particularités de chaque étage. Au sommet, dans l'ancienne chambre de veille, Henri découvrit ce qui lui serra le plus le cœur, un petit hôtel improvisé où Margot avait disposé des coquillages, des fleurs séchées, et au centre, une photo encadrée d'un homme aux cheveux bruns et au sourire chaleureux, tenant dans ses bras une Margot plus petite et rayonnante de bonheur. « C'est papa », dit simplement Margot. « Je lui raconte ma journée tous les soirs, et je lui promets d'être sage jusqu'à ce qu'il revienne. » Henri contempla la photo, gravant dans sa mémoire le visage de cet homme qui avait élevé seul cette petite fille remarquable. Quelque chose lui disait qu'il était temps de découvrir la vérité sur le sort du père de Margot, même si cette vérité risquait d'être douloureuse pour eux deux. Henri n'avait pas fermé l'œil de la nuit. L'image de Margot parlant à la photo de son père dans le phare tournait en boucle dans son esprit, mêlée aux souvenirs douloureux de sa propre solitude après la mort de sa femme Claire. Il connaissait intimement cette façon de s'accrocher aux morts, ces conversations muettes qui permettent de survivre jour après jour à l'absence. Mais Margot n'était qu'une enfant, et elle méritait mieux que cette attente vaine qui pourrait durer des années. Dès l'aube, Henri prit une décision qui lui coûta énormément. Au lieu de se rendre directement au phare comme chaque matin, il fit un détour par le village de Plogoff pour se rendre à la mairie. Madame Kergoat, la secrétaire municipale qu'il connaissait vaguement depuis son retour en Bretagne, l'accueillit avec surprise derrière son bureau encombré de dossiers. « Monsieur Dubois, quelle surprise de vous voir ici. Que puis-je faire pour vous ?» Henri s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Il n'était pas homme à fouiller dans les affaires des autres, mais les circonstances l'y obligeaient. « Madame Kergoat, j'aurais besoin d'un renseignement. Est-ce que vous auriez des informations sur un certain... » Attendez. Il sortit un papier de sa poche où il avait noté le nom qu'il avait aperçu dans le carnet de Margot. Un certain Thomas Blanchard? Il était gardien de phare. Il avait une petite fille. Le visage de Madame Kergoat se rembrunit instantanément. Thomas Blanchard. Mon Dieu, pourquoi vous vous intéressez à cette histoire? C'est une tragédie terrible qui s'est passée il y a quelques mois. Le cœur d'Henri se serra. Que s'est-il passé exactement? La secrétaire baissa la voix, jetant un coup d'œil autour d'elle comme si elle craignait d'être entendue. Thomas était effectivement gardien de phare, au phare de Penmarch, plus au sud. Un homme bon, très dévoué à son travail et à sa fille. Sa femme était morte dans un accident de voiture quand la petite était encore bébé. Il l'élevait seul, cette gamine, et tout le monde disait qu'il faisait un travail remarquable malgré les difficultés. Elle marqua une pause, visiblement émue par ses propres souvenirs. Et puis, en février dernier, il y a eu cette tempête terrible. Vous vous souvenez? Celle qui a causé tant de dégâts sur toute la côte. Thomas était en service cette nuit-là. Il guidait un cargo en détresse. Apparemment, il a voulu sortir pour vérifier quelque chose sur l'équipement extérieur et... Henri sentit ses jambes se dérober sous lui. Et il a glissé sur les rochers mouillés. La chute a été fatale. On l'a retrouvé le lendemain matin. Un héros, vraiment. Il est mort en essayant de sauver des vies. Henri ferma les yeux, assailli par une vague de tristesse et de colère. Thomas Blanchard était mort, et depuis 4 mois, sa fille de 8 ans vivait dans l'illusion qu'il allait revenir. Et la petite fille? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Madame Kergoat eut l'air gênée. C'est là que ça devient compliqué. Thomas n'avait pas de famille proche, et la petite, Margot, je crois, elle a disparu le jour de l'enterrement. Les services sociaux la cherchent encore. Officiellement, elle est portée disparue. Certains pensent qu'elle a pu être emmenée par des parents éloignés qu'on n'a pas retrouvés. D'autres craignent le pire. Henri se leva brusquement, le cerveau en ébullition. Où est enterré Thomas Blanchard? Au cimetière de Plogoff, juste derrière l'église. Mais pourquoi toutes ces questions, monsieur Dubois? Vous avez des informations sur la petite? Henri ne répondit pas et sortit de la mairie d'un pas pressé, laissant madame Kergoat perplexe derrière son bureau. Il se dirigea directement vers le cimetière, son cœur battant la chamade. Maintenant, il comprenait tout. Margot s'était enfuie le jour de l'enterrement de son père parce qu'elle refusait d'accepter sa mort. Elle s'était réfugiée dans le phare abandonné, s'inventant une histoire où son père était parti travailler ailleurs, créant une réalité parallèle qui lui permettait de continuer à espérer. Le cimetière de Plogoff était un petit enclos paisible surplombant la mer, ses tombes de granit gris patinées par les embruns et le temps. Henri n'eut pas de mal à trouver la tombe de Thomas Blanchard. C'était la plus récente, encore ornée de fleurs fraîches et de petits objets personnels. Sur la pierre tombale, une inscription simple. Thomas Blanchard, 1985-2025, gardien de phare et père aimant. Il a donné sa vie pour sauver celle des autres. Henri s'agenouilla devant la tombe, submergé par l'émotion.
Cet homme avait le même âge que lui quand il était mort, laissant derrière lui une enfant qui avait désormais besoin de quelqu'un pour la protéger et l'aimer. Les fleurs fraîches sur la tombe étaient des marguerites sauvages, exactement celles qui poussaient sur les falaises près du phare abandonné. « Mon Dieu !» murmura Henri en comprenant soudain. « Elle vient ici, elle sait. » Il se releva et examina plus attentivement les environs de la tombe. Des traces de petits pas dans la terre humide, des coquillages disposés avec soin autour de la pierre tombale, et surtout, coincé sous une pierre, un petit dessin d'enfant représentant un phare, avec deux silhouettes, un homme grand et une petite fille, qui se tenaient par la main. Henri prit délicatement le dessin et l'examina. Au dos, de la même écriture appliquée qu'il connaissait maintenant, Margot avait écrit « Pour papa, je t'attends à la maison. Ta petite lumière, Margot. » Les larmes montèrent aux yeux d'Henri. Cet enfant savait que son père était mort, mais elle avait choisi de vivre dans le déni plutôt que d'affronter une réalité trop douloureuse. Elle venait probablement ici en secret, la nuit, pour parler à son père, puis retournait au phare abandonné où elle pouvait continuer à faire semblant qu'il allait revenir. Henri glissa le dessin dans sa poche et se dirigea vers le phare d'un pas lourd. Il devait maintenant prendre la décision la plus difficile de sa vie, dire la vérité à Margot et détruire l'illusion qui lui permettait de survivre, ou continuer à jouer le jeu en attendant de trouver une solution. Dans tous les cas, il ne pouvait plus la laisser vivre seule dans ces conditions précaires. Quand il arriva au phare, Margot l'attendait comme d'habitude, assise sur son muret. Mais cette fois, elle avait quelque chose de différent dans le regard. Quelque chose qui ressemblait à de la résignation mêlée à une tristesse infinie. « Bonjour, monsieur Henri », dit-elle d'une voix plus douce que d'habitude. « Vous êtes allé voir papa, n'est-ce pas ?» Henri s'arrêta net, stupéfait. « Comment tu sais ça ?» Margot descendit de son muret et s'approcha de lui, ses grands yeux noisettes fixés sur les siens. « Parce que vous avez l'air triste comme moi quand je reviens de là-bas. Et puis, vous sentez les fleurs du cimetière. » Henri s'agenouilla devant elle, comprenant qu'il était temps d'arrêter les mensonges. « Margot, ma chérie, depuis quand tu sais que ton papa... » « Depuis le début, l'interrompit-elle doucement. « Je sais qu'il est mort dans la tempête. J'étais là quand les messieurs en uniforme sont venus me l'annoncer. Mais je ne voulais pas y croire, alors je me suis sauvé et je suis venu ici. Dans ce phare, je peux faire semblant qu'il va revenir. C'est plus facile comme ça. » Henri sentit son cœur se briser pour cette petite fille qui portait un chagrin bien trop lourd pour ses épaules. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Margot haussa les épaules avec une maturité déchirante. « Parce que tant que je le dis pas à voix haute, c'est comme si c'était pas complètement vrai. Et puis, j'avais peur que vous partiez aussi si vous saviez que papa ne reviendrait jamais. » Henri ouvrit ses bras et Margot s'y blottit sans hésitation, libérant enfin les sanglots qu'elle retenait depuis des mois. « Je ne partirai pas, Margot. Je te le promets. Plus jamais tu ne seras seule. » Tandis qu'il berçait cet enfant brisé contre lui, Henri sentit quelque chose renaître dans son cœur endurci par des années de solitude. Thomas Blanchard était mort en héros, mais sa fille avait survécu grâce à un courage extraordinaire. Maintenant, c'était à lui de prendre le relais, de devenir l'encre dont cette petite âme à la dérive avait tant besoin. « Viens », murmura-t-il contre les cheveux de Margot. « On va aller dire au revoir à ton papa ensemble. Et après, on parlera de ton avenir. Un vrai avenir, avec quelqu'un qui t'aime et qui ne te laissera jamais tomber. » Margot leva vers lui un visage strié de larmes, mais illuminé d'un espoir timide. « Vous voulez vraiment de moi, monsieur Henri ? Plus que tout au monde, ma petite lumière, plus que tout au monde. » 6 mois s'étaient écoulés depuis cette matinée où Henri avait découvert la vérité sur Thomas Blanchard et pris la décision qui avait changé sa vie à jamais. L'automne breton avait cédé la place à un hiver rigoureux, puis au printemps naissant qui peignait maintenant la côte de couleurs tendres et prometteuses. Dans la maison d'Henri, devenue officiellement celle de Margot aussi grâce aux démarches d'adoption qu'il avait entamées, une routine douce et chaleureuse s'était installée. Henri avait transformé l'ancienne chambre d'amis en un véritable cocon pour Margot. Des murs peints d'un bleu océan apaisant, des étagères remplies de livres sur la marine et l'océanographie adaptée à son âge, et surtout, une grande fenêtre qui donnait directement sur le phare abandonné qu'elle pouvait contempler quand l'envie lui prenait de se souvenir. Il n'avait pas voulu effacer ce lieu de sa vie, comprenant qu'il faisait partie intégrante de son histoire et de son processus de guérison. Ce matin-là, Henri préparait le petit déjeuner quand il entendit les pas légers de Margot dans l'escalier. Elle apparut dans la cuisine vêtue de son uniforme de l'école primaire de Plogoff, ses cheveux châtains maintenant coupés et coiffés avec soin, son cartable sur l'épaule et ce sourire radieux qui illuminait désormais ses matinées. L'adaptation scolaire avait été plus facile qu'Henri ne l'avait craint,
Margot était intelligente et avide d'apprendre, et son histoire tragique mais courageuse avait touché le cœur de ses instituteurs et de ses camarades. « Bonjour Henri », dit-elle en l'embrassant sur la joue avec cette affection naturelle qui s'était développée progressivement entre eux. Elle avait choisi de l'appeler par son prénom plutôt que papa, respectant ainsi la mémoire de Thomas, tout en créant leur propre lien unique. « Bonjour ma petite navigatrice, tu as bien dormi ?» Margot hocha la tête en s'installant à table, devant son bol de chocolat chaud fumant. « J'ai rêvé de papa cette nuit, mais c'était un beau rêve cette fois. Il était fier de moi parce que j'ai eu une bonne note en géographie hier. » Henri sourit en tartinant de confiture maison les tartines grillées. Ces derniers mois, les cauchemars de Margot s'étaient peu à peu transformés en rêves apaisés, où elle pouvait retrouver son père sans la douleur paralysante du début. Le psychologue pour enfants que consultait Margot une fois par semaine avait expliqué à Henri que c'était un signe encourageant de son processus de deuil. « Il serait effectivement très fier de toi, ma chérie. Moi aussi, d'ailleurs. Madame Leclerc m'a dit que tu aidais les plus petits avec leurs devoirs pendant la récréation. » Margot rougit légèrement, une habitude charmante qu'elle avait gardée. C'est normal d'aider les autres. Papa disait toujours que les gardiens de phare, leur travail, c'est de guider ceux qui sont perdus. Henri sentit son cœur se réchauffer. Cette philosophie de générosité que Thomas avait transmise à sa fille continuait de vivre à travers elle, et Henri s'efforçait chaque jour de l'encourager dans cette voie. Il avait lui-même découvert, à sa grande surprise, qu'aider et protéger Margot avait donné un sens nouveau à sa propre existence. Après avoir accompagné Margot à l'école, Henri prit la direction du phare abandonné comme il le faisait désormais chaque semaine. Non plus pour y chercher une fillette abandonnée, mais pour entretenir ce lieu qui était devenu sacré pour eux deux. Avec l'aide de quelques amis du village qu'il s'était fait grâce à l'histoire de Margot, Henri avait progressivement restauré l'ancien logement du gardien pour en faire un petit musée informel dédié à la mémoire des gardiens de phare de la région. Il avait installé des panneaux explicatifs sur l'histoire du phare, exposé des objets maritimes anciens que les habitants du village lui avaient confiés, et surtout, créé un espace spécial où était présenté le carnet de Thomas et quelques-uns de ses effets personnels, avec l'accord de Margot qui avait tenu à participer au projet. C'était devenu un lieu de mémoire et d'éducation qui attirait les touristes l'été et permettait de transmettre l'histoire maritime de la région aux nouvelles générations. Mais aujourd'hui était un jour particulier. Henri avait reçu la veille un appel de Maître Corbier, le notaire qui s'occupait de son dossier d'adoption. Les démarches étaient enfin terminées et Margot deviendrait officiellement sa fille adoptive dans l'après-midi. Il avait prévu de lui annoncer la nouvelle d'une façon spéciale. Henri grimpa jusqu'au sommet du phare, dans l'ancienne chambre de veille, que Margot et lui avaient nettoyée et réaménagée ensemble. Le petit hôtel improvisé était toujours là, mais transformé. La photo de Thomas était maintenant encadrée avec soin, entourée de fleurs fraîches et de coquillages, que Margot renouvelait régulièrement. À côté, Henri avait ajouté une photo de lui-même et de Margot prise le mois précédent, tous deux souriant sur la plage, formant désormais une famille recomposée, mais unie. Il sortit de sa poche un petit paquet soigneusement emballé et le posa devant la photo de Thomas. « Thomas, mon ami, » murmura-t-il à voix basse, « j'espère que là où tu es, tu approuves ce que je m'apprête à faire. Ta fille est extraordinaire, et je te promets de continuer à l'aimer et à la protéger comme tu l'aurais fait. » L'après-midi, Henri attendait Margot à la sortie de l'école avec une nervosité qu'il ne ressentait plus depuis des années. Quand elle apparut en courant vers lui, son cartable battant contre sa hanche, il eut l'impression que son cœur allait exploser de fierté et d'affection. « Henri, devinez quoi ? Madame Leclerc a dit que je pourrais présenter un exposé sur les phares à toute la classe la semaine prochaine. » Henri la prit dans ses bras et la fit tournoyer, provoquant un éclat de rire cristallin. « C'est formidable, ma chérie. Et j'ai moi aussi quelque chose d'important à t'annoncer. Viens, on va faire un détour par le phare. » Ils marchèrent, main dans la main jusqu'au phare, Margot babillant joyeusement sur sa journée d'école et ses projets d'exposé. Une fois arrivé au sommet, Henri s'agenouilla devant elle et sortit le petit paquet qu'il avait préparé. « Margot, il y a 6 mois, j'ai découvert une petite fille courageuse qui vivait seule dans ce phare. Cette petite fille m'a appris ce que signifiait vraiment avoir une famille et donner de l'amour sans compter. Aujourd'hui, si tu es d'accord, j'aimerais que cette petite fille devienne officiellement ma fille. » Il lui tendit le paquet avec des mains qui tremblèrent légèrement. « Les papiers d'adoption sont signés. Tu es maintenant Margot Blanchard-Dubois, ma fille pour toujours. » Margot ouvrit le paquet avec des gestes délicats et découvrit à l'intérieur une petite boussole marine ancienne, gravée avec leurs 2 initiales entrelacées.
Pour que tu puisses toujours retrouver ton chemin vers la maison, expliqua Henri d'une voix émue. Les yeux de Margot se remplirent de larmes, mais c'étaient des larmes de joie pure. Ça veut dire que vous ne partirez plus jamais? Plus jamais, ma petite lumière. Nous sommes une famille maintenant. Margot se jeta dans ses bras avec une force qui le surprit, et ils restèrent enlacés longuement, tandis que le soleil couchant dorait les murs du phare autour d'eux. Henri sentit que Thomas aurait approuvé ce moment. Sa fille avait trouvé un nouveau port d'attache, un lieu sûr où grandir et s'épanouir. « Henri » murmura Margot contre son épaule. « Oui, ma chérie? Est-ce que papa voit qu'on est heureux maintenant ?» Henri regarda vers l'horizon où les premières étoiles commençaient à scintiller dans le ciel qui s'obscurcissait. « J'en suis certain, Margot, et je pense qu'il est très fier de voir que sa petite fille est devenue une jeune fille si forte et si généreuse. » Margot se redressa et prit la boussole dans ses mains, l'observant attentivement. « Alors nous serons toujours trois dans cette famille, vous, moi et papa qui veillent sur nous depuis les étoiles, comme le phare veillait sur les bateaux. » Henri sourit, touché par la sagesse simple et profonde de cet enfant qui avait transformé sa vie. « Exactement, ma chérie, nous serons toujours trois. » Tandis qu'ils redescendaient ensemble les marches du phare, Margot glissa sa petite main dans celle d'Henri avec une confiance absolue. Derrière eux, le faisceau lumineux du phare moderne au loin commençait sa ronde nocturne, guidant les navires vers la sécurité du port. Comme eux, Henri et Margot avaient trouvé leur port d'attache, leur lumière dans l'obscurité, et ensemble, ils étaient prêts à affronter tous les horizons que l'avenir leur réservait. Au loin, le phare moderne continuait sa ronde éternelle, guidant les navires vers la sécurité du port, tandis que dans la petite maison sur la falaise, deux cœurs brisés avaient appris à battre ensemble, créant leur propre lumière dans l'obscurité.